les résultats, le pourcentage de chaque candidat était déjà connu. Même le mien, je savais exactement déjà. La preuve est que même dans les... Le résultat était préfabriqué. Oui, préfabriqué, on connaît le pourcentage des autres. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu enlever. Quand je dis, mais écoute, je suis plus candidat, enlever mes bulletins, même si je le dis 2 heures après, mes bulletins ne doivent pas être dans les bureaux de vote. Ils disent non, 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 il faut qu'on laisse là, parce que si je ne suis pas candidat, ça allait complètement fausser le jeu qui était déjà préparé. Seconde chose. Et troisième chose, la machine qui avait été mise en place, parce que quand je déclarais ma candidature, ce n'était pas évident que le président Biya allait se présenter. C'était pas clair. Ce qu'on nous vivons maintenant, c'est quand même quelque chose d'inédit. C'est la première fois qu'un an avant, on a cette agitation du fait qu'il faut que le président se représente. Mais avant, c'était une surprise qu'on avait, peut-être des fois même 2-3 jours avant, qu'on ne fermait les candidatures. Ce qui me amène à croire que il y a peut-être une autre surprise derrière. Est-ce que cette histoire du candidat du président n'est pas un truc à trompe-l'œil? Donc, et pour répondre à votre question, cette fois-ci, j'irai jusqu'au bout. Non seulement parce que j'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'à étudier. Peut-être une dernière question. Allez-y, mettez le micro. À 7 ans, vous vous êtes mis derrière le professeur Kamto à la dernière élection, c'est bien ça? Ouais. Est-ce que aujourd'hui vous avez entamé les discussions avec lui? Sa candidature semble problématique. Il n'y a pas encore officiellement un candidat, un parti qu'il a investi. Est-ce que vous l'avez approché pour savoir si lui ne pourrait pas vous rendre l'ascenseur? Et pour finir, ce n'est pas une question, c'est un renseignement. Je vous ai suivi avec Armand Ocol dans l'émission À vous l'antenne. Vous avez ouvert une fenêtre qui a été rapidement fermée. Vous avez connu le président Biya parce que vous êtes l'enfant d'un héros national. Quoi qu'on dise. Quel est le président Biya que vous avez connu? Je ne parle pas du chef de l'État. Quel est le Biya que vous avez connu? Parlez-nous un peu de lui. Votre question m'amène à faire peut-être une révélation. J'ai eu un débat avec mon père parce qu'il avait un rendez-vous pour rencontrer le président Biya. Il était un président de l'Assemblée et ça trônait. Je dis, mais c'est pas possible. Aïdjo, vous le voyez dans les 6 heures du coup de fil. Il venait à la maison, ou bien vous demandez de le retrouver en Gaondéré. Et c'est comme ça, on gérait personne à personne. Mais comment ça se fait? Je dis, non, vraiment, il est différent. Peut-être on ne le voit pas, peut-être il n'est pas travailleur. Je sais pas. Et mon père me dit, mon fils, est-ce que vous pensez que Aïdjo pouvait mettre tant de temps, tant d'années avec quelqu'un qui est fainéant? Je dis non, papa, il dit, mais voilà. Alors, je dis, mais c'est quoi donc le problème? Pourquoi on ne sent pas cette empathie, on ne sent pas cette relation entre lui et les hommes? Pourquoi on ne sent pas? Et voilà la réponse de mon père. Je pense qu'il faudrait que les Camerounais l'entendent. Il me dit, vous savez, vous êtes bâtonnier. Je dis, oui, papa, et bien voilà. Vous avez été élu bâtonnier, vous avez été élu dans des associations, vous avez été élu dans beaucoup de groupements. Mais le président Biya, quand il devint président, n'avait jamais été élu à quoi que ce soit. Pas comme dans une association, même pas comme chef de classe, mais nulle part. Parce que l'élection vous exige, vous commande de solliciter le soutien de vos pairs. Donc vous avez un autre parcours. Vous voyez que ceux qui étaient avant, c'était les syndicalistes, c'était les maîtres d'école. Regardez le parcours d'Aïd, je regarde tous ces gens-là. Regardez Assalé, regardez les Bétaïnés. Tous ces gens-là qui étaient avant, ils avaient un parcours qui les transformait plus ou moins en tribun. Ça vous obligeait à partir... Moi, quand je faisais la campagne pour le barreau, je vous dis, même un avocat qui a 2 semaines, je dois aller chez lui parler. Et c'est ça qui vous donne une autre formation, qui vous amène à aller vers des gens. Il pense que c'est cela, à son avis, qui fait la différence et qui bloque. Mais je pense que le président Biya tente de faire un effort, mais en 84, après le tentative de coup d'État, il a été complètement bloqué par toujours cet écran de personnes qui pensent connaître ce qui va arriver. Et je pense qu'on est en face d'un homme vraiment épuisé. Et ceux qui le disent aujourd'hui, qui le réclament, ne doivent pas l'aimer, doivent plutôt s'aimer. Et je continue à vous dire que quand j'étais à TI, Transparency International, quand j'étais vice-président là-bas,
on avait fait une étude et on a démontré que plus un régime est corrompu, plus c'est difficile qu'il parte du pouvoir. Et sur le premier volet de sa question, est-ce que vous avez entamé les démarches avec mais ça veut dire... Mais je pense que les gens sont trop pressés. Les démarches commencent dès qu'on convoque le corps électoral. C'est tard, non? Pas du si tout. Ça se fait avant, comment vous allez démarcher avec des personnes qui ne sont même pas candidats? D'accord. Café François Bikoro, le bâtonnier est à vous. Vous avez 3 minutes avec lui. Moi, je ne vais pas faire ce que tous les journalistes font. Je fais des témoignages de vie. J'ai été à l'âge de 11 ans dans la maison de Salomon Tandemounen, qui m'avait dit en son temps qu'on apprend à être leader. Il a fait de moi Boy Scout. Ah oui, c'est vrai. Et quand il partait, j'étais déjà le responsable provincial du scoutisme à Sambalima. Au moment où je vous parle, un général et 9 colonels, 32 commissaires de police divisionnaires se réclament que je leur ai mis dans la tête qu'ils peuvent servir la nation à travers les armes. La deuxième chose, c'est que j'ai eu l'insigne honneur de partager l'avion d'Ethiopian Airlines. On allait à Addis Abeba. Comme tous les journalistes camerounais dans la pauvreté conceptuelle et structurelle, j'étais au fond. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis revenu vers le haut. Et j'ai vu quelqu'un m'arrêter la main comme ça. Je regarde, je vois le bâtonnier à Kérémon a dit « m'apparaît arrivé. » Et puis l'hôtesse vient dire « parle en anglais que je ne comprends pas. » C'est lui qui me dit « non, il dit que vous n'êtes pas à votre place, l'avion va faire des secousses. Assieds-toi ici à côté. » La photo là a fait le buzz dans le monde entier. On allait à un sommet pour parler de la corruption dans le monde entier. Et quand on arrive au hall d'Addis Abeba, ça s'appelle Mutur Mandela. Il voulait se détacher de moi, je lui dis non, Tara, tu ne peux pas. Le genre de caméra qui a suivi là. Si moi je ne reste pas là à côté, et c'est comme ça que c'est un chef d'État et tout, la majorité des chefs d'État que j'ai connus, parce que je suis entré dans les 8 coups, il croyait que j'étais son... Et lui aussi n'a pas fait comme dans la Bible où une femme a fait le pied comme ça là. Donc c'était assez important, et quand on est revenu, j'ai fait des témoignages en radio et en télévision en leur disant parfois il faut voir les gens au-delà de la politique. Parce qu'un type qui a été transparent, c'est au-delà. Parfois on croit qu'il est distant, il n'est pas à côté, tout ça là. Il faut voir les gens tels qu'ils sont. Des acquisitions de savoir savant, c'est bon. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, jouer sur la terre battue est différent que jouer sur le gazon synthétique. On a donc à côté de nous quelqu'un qui recèle en lui l'histoire du Cameroun, qui recèle en lui la solution refusée mais recherchée par l'ensemble des Camerounais dans ce qui s'appelle Cameroun bilinguisme, c'est ça qu'ils appellent, je ne sais pas comment ils appellent ça là. Il y a non, ils disent qu'ils sont bilingues et multiculturels. Tout à fait. On a donc à côté de nous quelqu'un qui recèle en lui tout ce que nous cherchons depuis, mais que nous refutons sur les plateaux de télévision. On a quelqu'un qui a vécu dans la cour, qui est entré de temps en temps dans la chambre. On a quelqu'un qui décide de donner le restant de sa vie pour construire ce qu'il a construit ailleurs, parce que les autres rêvent au départ, lui ne rêve plus. Il vous dit j'ai parcouru le monde, je connais le monde, je suis dans la maison. Est-ce qu'il est possible que vous sachiez que ce qu'on a refusé en 2018, je l'ai fait avec Maurice Capto, vous avez vu la difficulté qu'il avait à répondre à la question de journaliste. Je crois qu'il faut plutôt aller poser la question aux autres. Vous avez dit qu'il y a la difficulté pour se mettre ensemble. Il vient de se rendre à l'évidence que M. Paul Biya sera candidat, dont les mêmes causes produisent les mêmes effets. Est-ce que maintenant, ce qu'il a fait aux autres, on peut le lui faire? Et vous ne m'empêcherez pas de dire qu'il y a un faiseur de roi dans la salle. Mon grand frère, le professeur. Parce que vous aussi, vous avez l'art de toujours mettre en débat ce qui, sans vouloir monter sur l'arbre, vous disent que quand vous allez tomber, vous allez me trouver comme rampe de lancement. Le Cameroun vient de recommencer à vivre. Il appartient à chacun d'entre vous, professeur. Quand je dis professeur de politique et de tout, vraiment, refaisons la même chose qu'on a fait dans l'avion, parce que je ne sais jamais. Je vous dis, quand vous serez en haut là-bas, vous avez de la difficulté à savoir ce qu'il faut me donner. J'ai appris beaucoup de choses sur la lutte contre la corruption. Okay. Comme vous serez en haut là-bas, vous avez besoin de lieutenants pour continuer votre travail. Je vais faire comme un ministre qui avait dit, même ambassadeur RCA, je prends.
Réaction, M. Bâtonnier? Mais je suis vraiment ému, très ému, et c'est tout ce que je peux dire. Très bien. Alors, on aura le professeur Koumoulou tout à l'heure, et avant que vous ne l'interrogez, j'imagine que la question de la santé vous préoccupe. Le bâtonnier Akerimona a partagé avec les Camerounais ce qu'il appelle les 4 leviers de la gouvernance. C'est précis, c'est concis, c'est digeste. Je propose qu'on regarde ça tout de suite, ça dure 2 minutes. Et puis, ce sera place au docteur Albezé, le candidat Akerimona, les 4 leviers de la gouvernance. Mes chers compatriotes, les 8 piliers que je viens d'énoncer de manière sommaire forment l'ossature d'un programme de transition dans les pratiques de gouvernance et de passage de témoins à une nouvelle génération de dirigeants qui comprendra 4 leviers. 1. L'intégrité, la transparence, la redevabilité dans la gestion des affaires publiques. 2. L'inclusivité afin qu'aucun Camerounais ne soit laissé de côté. 3. Des réformes institutionnelles pour soutenir la transformation structurelle de nos mécanismes de gouvernance et de notre économie. 4. L'innovation de la transformation digitale. Mes chers compatriotes, nous envisageons un Cameroun où la justice est accessible à tous. Nous réformerons notre système judiciaire pour garantir que la justice ne soit pas un privilège pour quelques-uns, mais un droit pour tous. Nous renforcerons le pouvoir judiciaire et lutterons contre la corruption à tous les niveaux. Nous devons donner du pouvoir à nos juges et magistrats, les protéger contre la manipulation politique et le chantage professionnel, et faire de l'intégrité et de la probité les piliers de leur carrière. Ces réformes doivent nécessairement renforcer et protéger le caractère dualiste de notre système judiciaire. L'unité dans la diversité est cruciale. Notre force réside dans notre diversité. Et nous promouvrons l'unité nationale en embrassant nos différences culturelles, en favorisant le dialogue entre toutes les régions et communautés, en œuvrant à la réconciliation et à la guérison dans les zones touchées par les conflits. Très bien, vous avez compris que j'ai été rejoint par un co-modérateur, pas comme tous les autres, le professeur Prosper Kouvondor, c'est le capitaine opérationnel du parti Univers qui, au cours d'une convention avec d'autres formations politiques, a décidé d'en investir le candidat Akerimona. Professeur, bonjour. Bonjour. Je devrais vous féliciter, non, pour bonjour à ceux qui sont sur ce plateau. Je devrais vous féliciter pour la victoire des Lions Indomptables face à bien sûr, déjà le président de la République, son Excellence Paul Biya, nous avait déjà félicité, même si certains veulent détourner ces félicitations. Le président Paul Biya avait dit, il félicite les Lions Indomptables et leurs encadreurs. Cela laisse comprendre encadrement technique, oui, encadrement administratif. Mais certains ont une compréhension biaisée de ces félicitations en disant qu'on a félicité l'encadrement technique. On a félicité l'encadrement des... Très bien. Alors, prof, on n'a pas beaucoup de temps. Féliciter Marc Brice quand même, qui est sans défaite depuis qu'il est là. Il mérite des félicitations. Regardez la caméra et félicitez Marc Brice. Je suis franc, je ne joue pas à ce jeu. Je ne me le permettrai pas parce que il y a d'autres choses qui doivent être mises en réglage avant que je lui présente mes félicitations. Je dis qu'il est sans défaite.
Depuis qu'il est à la tête de Lyon. Il est payé pour ça, monsieur, et gracieusement payé par le contribuable camerounais. Oui, mais son Nous attendons d'ailleurs président mieux que cela. a fait des défaites. Je ne sais pas si vous me piégez avec un... Non, pas du tout. Vraiment, mais vous devinez bien que je ne pourrais pas vous avoir ça en parler. Alors, oui, on va donner la possibilité au docteur Albert Zé, qui est économiste de la santé, qui a probablement su la question des préoccupations à l'endroit du candidat Akere Mouna. Bonjour maître. Oui, bonjour docteur. C'est un honneur pour moi de vous rencontrer. Écoute, partagez. De manière physique. En fait, moi, aujourd'hui, c'est pas une émission en tant que telle où on va entrer en profondeur sur un certain nombre de choses. J'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir discuter en profondeur. Déjà en 2018, j'avais fait une petite analyse des propositions volet santé que vous avez porté à ce moment-là. Et là, je relevais déjà quelques limites. Et c'est pour cela que j'ose croire, en fait. Je souhaite que lorsqu'il y aura l'actualisation de ce programme, que nous puissions l'avoir effectivement pour que les analyses puissent continuer. Mais j'ai quand même une seule question. C'est que, comme vous serez certainement, selon vos convictions, président à la fin de cette année, qu'est-ce que vous allez faire de tous ces gens qui ont bouffé l'argent de Covid? Ça, vous êtes pleinement dans mon camp. Ah, vous venez de le copter. Je dis qu'il est pleinement dans mon camp en ce que la corruption et la malgouvernance, je travaille contre cela. Donc, on a établi un système d'impunité. Et ça balaye tout le monde. Ça balaye toutes les professions. Et on vient de se rendre compte avec l'histoire des militaires et des faux actes de naissance. Donc, il faut un changement systémique. Parce que si on enlève, on traite seulement ceux qui... Il faut d'ailleurs même, à mon avis, je pense que même ceux qui sont enfermés, la plupart d'eux, il faudrait qu'on les mette dehors et on règle le problème différemment. Et qu'on commence à voir clairement. Parce que le niveau, parler de Covid, ce n'est pas nous, ce n'est pas vous qui le dites, c'est la Chambre des comptes, pardi. Ils disent que les gens ont volé, ils ont pris dans les caisses de l'État. Comme dans l'affaire Glencore où je parle, les tribunaux disent que voilà des gens qui ont... Et voilà. Je peux vous révéler ici, contre peut-être l'avis de mon conseiller spécial, Paul Maël, que j'ai saisi le gouvernement américain pour qu'il y ait une interdiction de tous ceux de notre pays convaincus de corruption. Qu'on les interdit de voyager aux États-Unis. Et c'est en bonne voie. Donc les gens qui pensent qu'ils ont échappé à Glencore, ben écoute, on verra au finish. Parce que je suis d'accord avec vous, quelles leçons à nos enfants? Donc il est important qu'on arrête l'impunité. Et le cas de Covid, là, Covid-Gate, comme on dit, me fait très mal. Parce qu'on a une instance judiciaire, constitutionnelle de notre pays, qui a dit clairement que les gens ont pris de l'argent. Mais on est là. On a une institution étatique, SNH, 100% par l'État, qui prétend avoir déposé plainte. Il y a plus d'1 an, on n'entend rien. Mais quand même, cette impunité-là, docteur, je suis d'accord avec vous, ce sont les premières choses qu'on va... Très bien. Ernest aura une dernière question tout à l'heure, mais professeur Prosper Kouvono, la main sur le cœur, je voudrais vous témoigner du respect, de l'estime, de la considération que j'ai pour vous. Je vais vous dire pourquoi. Au Cameroun, les leaders politiques se terrent dans leur égoïsme et égocentrisme, alors que vous, à la tête du parti Univers, pour la 2e fois consécutive, vous décidez de vous mettre en retrait. En 2018, votre parti a investi le président Cabral Libya à l'élection présidentielle et Dieu seul sait, coup d'essai, coup d'émettre. Et une fois de plus, alors que les leaders sont arc-boutés sur leur position, vous vous dites, on a probablement le bon profil, Maître Akere Mouna, nous l'investissons. Je tenais de tout cœur à vous le dire et vous nous direz à quel point vous êtes déjà dans les préparatifs de ce grand bal électoral qui arrive. Et vous avez peut-être oublié de dire que
Akeremouna a fait comme moi, ou alors que j'ai fait comme Akeremouna en 2018. Ouais. C'est-à-dire que vous avez un leader qui a tout, vous avez rappelé tout à l'heure, qui porte une histoire, il porte un vécu. En 2018, il se retire de la course et s'aligne derrière un autre candidat. Voyez, que nous nous trouvons aujourd'hui, ça veut dire que nous avons un dénominateur commun. Nous savons mettre l'intérêt général au-dessus de nos intérêts particuliers. Et vous comprenez pourquoi nous sommes ensemble. Pourquoi? Encore faut-il vous dire que lorsque nous nous rencontrons pour la première fois, nous ne sommes pas d'accord sur un certain nombre de choses. D'ailleurs, nous ne sommes pas pleinement d'accord sur un certain nombre de choses. D'ailleurs, le deal ne s'est pas fait ici, mais en Afrique du Sud. C'est cette selon mes informations. Contrairement à ce qu'on pense. Lorsque nous partons en Afrique du Sud, on n'est pas d'accord. Ouais. Je peux vous dire que je ne suis pas d'accord pour l'investir comme candidat. C'est à la suite de la mise en place d'un mouvement que nous appelons aujourd'hui l'Union pour la reconstruction du Cameroun. Ce n'est plus Akeremouna qui vient me voir, c'est plutôt les leaders de ce regroupement qui font le déplacement jusqu'à Ngaoundéré pour venir avec des arguments beaucoup plus importants, beaucoup plus solides, et ils me disent qu'ils ont choisi Akeremouna pour être le porte-parole de ce mouvement. J'ai dit, ah, Akeremouna, on avait un peu effleuré la question. Et je viens à Yaoundé et j'ai une discussion franche avec Akeremouna. D'ailleurs, ça revient aussi dans mon esprit. Je lui dis, je vais te franc avec vous. Je lui dis, Maître Akeremouna, vous êtes Camerounais d'en haut, je suis Camerounais d'en bas. Et dans nos discussions, nous finissons par comprendre qu'il faut cette conciliation entre le Cameroun d'en haut et le Cameroun d'en bas. Alors, il y a deux points de réconciliation que nous avons amenés et c'est à la suite de cela que nous avons accepté faire partie de cette coalition. Parce qu'il ne s'agit pas seulement du parti Univers. Le parti Univers adhère à une coalition qui porte la candidature de Maître Akeremouna. Avant la question de Ernest Oubama, je vais demander au technicien de couper les micros. Vous avez combien de millions? 50, 100? Beaucoup de gens, je vous prendrai à témoin. Ils n'ont pas suivi, c'est entre vous et moi, prof. On va passer à l'autre question. Permettez-moi si c'est 200, 200. C'est très important. Qui vous a dit que dans ce bas monde, la seule valeur, c'est l'argent? Je vous prends un témoin. J'ai investi Cabral Libi du mouvement 11 millions de citoyens. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, Cabral Libi est mon étudiant et c'est moi qui lui donne souvent l'argent du taxi. C'est bon. Alors, vous pensez alors que pour investir à Akeremouna, si je cherchais de l'argent, je n'irais pas chez Akeremouna. J'irais chez Paul Biya qui peut changer ma vie le temps d'un stylo. D'accord. Il nous reste 2 minutes à passer ensemble. Vous posez votre question en 30 secondes. Oui, juste une dernière question au bâtonnier, peut-être un renseignement au professeur Nkomodo. Quelles seront vos priorités si vous êtes élu en octobre prochain? Voilà les 5 premières actions. Les 5 premières actions, la première, j'ai dit toujours que nous avons un problème systémique. Il faut, première chose qu'il faut auditer. Parce que vous et moi, on ne sait pas combien on doit. On ne sait pas quelles sont nos capacités financières. On ne sait pas. La première chose, c'est ça. On audite le système et très rapidement, voir comment intégrer les Camerounais vivant à l'étranger, qu'on appelle souvent diaspora, je n'aime pas le mot, dans tout ce qu'on va faire comme réforme. Et troisième chose, mettre des commissions en place pour revoir tout ce que nous avons. Parce qu'on est un système depuis 61 qui roule maintenant complètement cabossé, avec la vitesse qu'il doit laisser. Maintenant, le train se ralentit et on est où nous en sommes. Donc ça va être une période vraiment de fonder, de placer les fondations qui vont nous permettre. Et je l'ai dit que moi, je ne suis pas un président ad vitam aeternam, je suis un président d'un seul mandat. Moins de 7 ans, si c'est possible. Et je veux mettre en place tout ce qu'il faut comme structure, un pays vraiment décentralisé, où tous ceux qui doivent prendre une décision sont des personnes élues, ils portent avec eux, n'est-ce pas, le mandat des peuples. Dès que on termine tout ça, j'organise l'élection, je suis la société civile,
il y a notre président, et je tire ma révérence, aussi simple que ça. D'accord. Merci beaucoup. Peut-être, prof, bonjour. Oui, bonjour. C'est même pas moi qui pose la question, hein, c'est quelqu'un qui m'envoie la question en direct, qui vous écoute et qui demande est-ce que c'est si difficile de laisser qu'une Mununga, si Mununga s'asseye sur le banc? Si oui, s'il faut payer, ils sont prêts à cotiser pour payer, pour que vous le laissiez s'asseoir sur le banc. Et je renvoie la question à monsieur le ministre de la Charge des Sports. Est-ce si difficile pour lui de demander à celui pour qui il chante la gloire, c'est-à-dire Marc Brice, de venir simplement à la Fédération camerounaise de football pour que nous discutions du banc de touche? Parce que le banc de touche ne se limite pas seulement à Mununga. Il y a des ministres, il y a plein d'autres personnes qui doivent... Nous devons donc nous asseoir et discuter. Voyez-vous, lorsque nous... Pas lui, la personne qui a envoyé le message. Vous voyez bien qu'il y a des joueurs convoqués qui se retrouvent à la tribune. Vous voyez des entraîneurs de très haut niveau. Et alors, de très haut niveau, au Mambiik, que vous connaissez très bien, sans rechigner, se retrouver et il se retrouve régulièrement à la tribune. Tout cela se gère dans le cadre d'une concertation très bien, à laquelle nous appelons de tous nos voeux depuis fort longtemps. Et ce n'est pas Marc Brice que j'interpelle le ministre des Sports qui visiblement semble être le commanditaire de tout cela. Il va faire Congo-Rwanda, hein, c'est-à-dire que vous ignorez le M23, vous attaquez... Je vais vous dire, il est compréhensible que dans une société, dans un cadre, dans des activités, qu'il y ait des conflits. Mais la question est de savoir comment est-ce qu'on résout le conflit. Faut-il dire que tous les conflits se résolvent autour d'une table de discussion, autour d'une table de négociation? C'est ce que nous appelons, je le dis encore une fois de plus, de tout nouveau. Nous n'avons rien de particulier contre qui que ce soit. Très bien. Nous voulons que les choses se passent bien dans la concertation, dans la discussion. Et vous